Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'IEA. On n'a pas de traduction ce soir, mais je pense que je demande à Svetla de traduire un peu pour on est bon pour la langue. Bienvenue et merci d'être venu, professeur Eric Schnackenbourg de l'Université de Nantes. Juste quelques mots sur les sujets sur lesquels il travaille à Nantes. Il est professeur d'histoire moderne, directeur du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de l'université. Et quelques-uns de ces sujets de recherche, les relations internationales, la diplomatie, j'ai remarqué aussi les dimensions atlantiques et les relations nord-sud, mais nord-sud au sein de l'Europe, la Scandinavie, la neutralité, et il y a un aspect qui recoupe beaucoup les sujets dont nous, les fellows, s'occupent, c'est d'être spécialiste du XVIIIe siècle. Et vraiment, il y a beaucoup de pertinence à l'égard de l'IEA, à la fois XVIIIe siècle et à la fois Europe. Certains de nos séminaires du lundi ont déjà touché sur des questions. On a plusieurs 18e ici, et également sur l'Europe, les questions de l'identité, des relations de l'Europe, les puissances coloniales avec le tiers-monde, etc., le colonialisme et le décolonialisme, postcolonialisme. Donc le sujet de ce soir est diplomatie et espace mondial à l'époque moderne, 17e, 18e siècle. Il y a certainement une question préliminaire. Qu'est-ce qu'on entend par la diplomatie? C'est pas, je pense, exactement synonyme de relations internationales. Il s'agit certainement du commerce des États, la question des alliances et des traités qu'on entendra ce soir. Et je crois qu'il y a des questions des rivalités hors de l'Europe, des puissances européennes. Le défi posé par la montée des puissances non européennes et peut-être la nécessité d'avoir des cadres plus complexes, un risque, je crois que vous avez vu, un risque de perte de cohérence des structures juridiques qui ont défini la diplomatie au sein de l'Europe, les normes juridiques européennes. Je suis intrigué par la notion de territoire diplomatique global, que vous avez mis dans l'énoncé. Moi, j'avais que j'ai un intérêt très personnel dans les conceptions de diplomatie et des diplomates, puisque je suis ancien diplomate moi-même. Il m'a toujours semblé en fait que la diplomatie est une profession mondialisée, mais avant la lettre, parce que la diplomatie a utilisé quand même des codes qui sont allés bien au-delà des États-nations. Et quand on voit par exemple les systèmes politiques, au-delà les immunités, les garanties de protection dont ont joué les diplomates dès le début, ça m'a toujours semblé, comme je dis, un sphère plutôt mondialisée. Et maintenant, de nos jours, évidemment, le rôle des diplomates se pose à l'époque de la mondialisation. Si vous avez écouté les informations à France Inter ce matin, vous aurez écouté un auteur qui a cité Lloyd George. Pour lui, le rôle des diplomates, c'est de faire perdre du temps. Et je pense, moi, que j'ai remarqué que les diplomates sont en fait de moins en moins essentiels pour un rôle d'intermédiaire. Ils jouissent de moins en moins d'autonomie. Parce que tout peut être traité maintenant par téléphone ou par des envoyés spéciaux. Il n'y a pas si longtemps, quand on avait des instructions, les instructions il fallait à peu près 6 semaines, au moins si on était en Nouvelle-Zélande, 6 semaines pour que les instructions arrivent, ce qui faisait que les diplomates avaient beaucoup de liberté sur le terrain. Maintenant, on peut envoyer quelqu'un en avion et les instructions viennent par voie électronique, évidemment. Donc, je vais laisser la parole au professeur Schnackenbourg et comme d'habitude, on aura une période de discussion après la présentation. Merci beaucoup pour cette
Merci beaucoup pour cette présentation. Je remercie aussi vraiment chaleureusement Françoise Rubelin pour son invitation. Je suis vraiment très honoré d'être ici. Devant un public expert, pas forcément de diplomatie d'ailleurs, mais expert en matière de réflexion. D'ailleurs, dans votre introduction, vous avez évoqué cette question des diplomates qui étaient situés à 6 semaines en fait de leur chef, de leur gouvernement. On verra que c'est la dimension finalement qui est vraiment au cœur de mon propos. Alors, je vais commencer par, puisque je sais qu'il y a un public international, par une petite précision pédagogique, en quelque sorte, à propos du terme époque moderne. Parce que ça, c'est un usage qui est assez français, et en anglais, c'est pas du tout la même chose. Alors voilà, j'ai voulu simplement préciser que ce qu'on appelle histoire moderne en France, c'est ce qu'on appelle Early Modern History, donc en anglais, et l'histoire contemporaine, donc 19e, 21e siècle, c'est ce qu'on appelle la Modern History. Et donc, c'est peut-être que pour certains qui ne connaissent pas ces distinctions, effectivement, l'époque moderne, 16e, 18e, c'est pas très moderne, mais bon, voilà. Je voulais simplement le préciser parce que souvent, quand on voit par exemple des gens en France qui sont pas historiens, on dit ouais, je fais de l'histoire moderne et on dit ah, je fais du 18e siècle. Bon, on voit une certaine déception dans leur regard. Pour les plus polis, on reste là. Donc voilà, je voulais simplement préciser. Donc je vais vous exposer donc ce propos, diplomatie espace mondial, donc qui est basé sur un article qui a à paraître. Je vais procéder en 2 temps qui vont être assez déséquilibrés, mais en gros 1/3 et 2/3. Ma première partie sera sur un peu la manière dont on fait l'historiographie, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire de tout ce qui touche à la mondialisation des relations internationales et de la diplomatie, les différentes un peu spécialités. Je vous montrerai quelques couvertures de livres, simplement pour vous dresser un petit peu le paysage. Et puis, dans un deuxième temps, j'attaquerai un point qui est un petit peu plus particulier, qui est justement consacré à cette appréhension de l'espace mondial. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire qu'une diplomatie mondialisée quand on est dans un espace où l'on met des mois et des mois et des mois pour aller de la France, par exemple, à l'Inde, ou des semaines pour aller en Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire mener une diplomatie mondiale quand on est sur des espaces qu'on ne connaît pas, tout simplement. Donc voilà un petit peu ma réflexion. Donc je vais procéder en 2 temps. Donc dans un premier temps, je vais vous dresser un paysage un peu historiographique et de cette question. Alors, bien sûr, comme vous le savez, et notamment ici à Nantes, à l'IUA de Nantes, on sait bien qu'il y a un renouveau donc, de l'histoire coloniale et impériale, l'émergence également d'une histoire à grande échelle qui a permis aux historiens modernistes, dans le sens où je l'entends ici, de la diplomatie des relations internationales, de reconsidérer leur objet d'étude dans de larges perspectives spatiales. Alors cette dynamique épistémologique a été à l'origine de questionnements sur l'intégration et l'influence des réalités mondiales dans les discours et les pratiques diplomatiques. En ce sens, pour les Européens, la diplomatie peut être considérée aussi comme un exercice de saisie intellectuelle du monde, d'un monde qu'ils découvrent peu à peu. La multiplication des revendications, des protestations, mais aussi les différents types d'accommodements entre puissances européennes portant sur des questions extra-européennes, traduisent l'émergence d'une parole politique qui, pour les Européens, tend à organiser le monde. Car la diplomatie, c'est aussi une organisation du monde. De fait, depuis la fin du XVe siècle, la diplomatie a toujours traité de questions à dimension mondiale, ce qui mobilise donc des diplomates, ce qui mobilise des savoirs, ce qui mobilise des experts. Donc c'est aussi la diplomatie hors d'elle-même, en quelque sorte. L'étude des relations internationales à l'époque moderne a longtemps été considérée comme trop européocentrée ou eurocentrée. En réalité, quand on regarde bien les choses, elle est en fait occidentalo-centrée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de toute l'Europe, il s'agit de l'Europe de l'Ouest, faisant donc de ces pays de l'Europe de l'Ouest les agents du décloisonnement du monde grâce à la fondation d'établissements ultramarins. Alors, le passage de l'abandon, en quelque sorte, de l'histoire coloniale, alors ici, l'histoire coloniale, c'est une sorte de récit de la construction de la domination européenne sur les régions lointaines. On est passé de cette histoire-là à une histoire impériale
puis au Post-Colonial Studies, tout cela permet d'ouvrir de nouvelles réflexions sur l'histoire des relations internationales à échelle mondiale. D'autant plus si on considère que les empires sont avant tout des constructions animées par les intérêts des acteurs locaux, non plus dans un rapport centre-périphérie, mais par des acteurs locaux. Et donc, dès lors, on peut aussi aborder, réfléchir à ces questions de relations internationales, de relations interimpériales, en s'appuyant davantage sur les proximités géographiques et sur les réseaux, davantage que sur les critères de nationalité. Donc ça, c'est aussi une question qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire être français quand on est né à la Martinique, à la Guadeloupe, qu'on a toujours vécu là, que finalement la France métropolitaine et son roi, je mets son roi entre guillemets, est situé à des semaines. Je cite ici rapidement le marquis de Caylus, qui dans les années 1740 va aux Antilles, et il était absolument effrayé parce il parle du roi de France comme d'un roi étranger. Qu'est-ce que ça veut dire être français? Qu'est-ce que ça veut dire être anglais quand on est dans les 13 colonies, etc., etc. On peut multiplier les questions. Et donc, c'est là aussi où il faut s'interroger sur une sorte de paradiplomatie locale et sur son degré d'autonomie. Alors, simplement pour voir un petit peu sur quoi on s'appuie, prenons ici une carte des Antilles, tout simplement à la veille de la Révolution française. Alors, simplement cette carte pour vous montrer que la manière dont les territoires s'entremêlent, en quelque sorte. C'est-à-dire, on a des territoires français, des territoires anglais, des territoires espagnols, des territoires danois, hollandais, une petite île suédoise. Et toutes ces îles, si vous voulez, sont imbriquées. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller dans cette région du monde, quand on est, par exemple, à la Guadeloupe, eh bien, on voit parfaitement... je mets ici, quand on est à la Guadeloupe, on voit parfaitement la Dominique. Quand on est à la Dominique, on voit la Martinique. Quand on est à la Martinique, on voit Sainte-Lucie, etc., etc. C'est-à-dire que l'étranger est à portée, en quelque sorte, de quelques heures de navigation. Donc, dans ces conditions, évidemment, il y a des proximités qui se créent. Et il y a également des relations qui sont vraiment intra-impériales, bien qu'elles soient évidemment généralement interdites. Donc, ça permet de poser une question sur cette question de la diplomatie extra-européenne et des agents qui conduisent cette diplomatie, car bien sûr, il n'y a pas d'ambassadeurs dans ces régions du monde. Alors, c'est un première piste de réflexion, première ouverture, si vous voulez, sur les relations internationales, disons, et là, dans un espace extra-européen. Deuxième élément important, deuxième type d'acteur qu'on doit garder en tête, eh bien, c'est le monde, enfin, la présence européenne dans le monde, relève aussi d'une concurrence pour les ressources, qui, bien sûr, est extrêmement vive. Et cette concurrence, elle va mobiliser dans certaines parties du monde, notamment dans l'Asie, des acteurs particuliers. Ces acteurs particuliers, ce sont les grandes compagnies des Indes orientales. Je vous en ai mis ici 5. Alors, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que celle-là, mais on voit que les Hollandais, les Anglais, les Danois, les Français, les Suédois, par exemple, eh bien, sont qui en Inde, qui en Chine, qui, dans l'insule Inde, eh bien, en rivalité. Ils mènent ils ont des pratiques diplomatiques, parce qu'ils négocient avec les puissances locales. N'oubliez pas qu'il faut 5 à 6 mois pour aller en Inde, pour avoir une nouvelle depuis la France. Et donc, évidemment, il y a une réalité de la vie politique locale qui, de fait, confère une certaine autonomie à ces acteurs si particuliers, qui ont d'ailleurs dans leur charte eh bien, un pouvoir, une partie qui peuvent exercer une partie des pouvoirs régaliens, par exemple battre monnaie ou négocier des alliances. Donc on voit que si on considère finalement la diplomatie à l'échelle du monde, eh bien on a immédiatement des paradigmes particuliers qui apparaissent et qui tranchent avec ceux ordinaires de la diplomatie européenne. Alors, bien sûr, l'idée qui est remise en cause, c'est l'idée que finalement l'histoire diplomatique du monde, c'est une sorte d'extension progressive d'un type d'organisation internationale. Alors,
ça, c'est vraiment un point de départ. C'est une idée qui est contestable. Parce que expliquer que la diplomatie à l'échelle du monde, c'est vraiment une sorte d'extension progressive d'un modèle européen, c'est quelque chose qui me semble pas juste, parce que ça sous-entend une maîtrise européenne des formes de dialogue avec les puissances non européennes, leurs interlocuteurs non européens. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui me paraît pas juste, en tout cas pour l'époque, donc 16e, 17e et 18e siècle. Les Européens n'imposent pas leur forme de dialogue avec leurs interlocuteurs non européens, leurs codes, leurs pratiques, leurs valeurs ne triomphent pas. Et donc aujourd'hui, on est davantage dans l'historiographie à une approche, disons, à part égale de la rencontre diplomatique, en la considérant comme une mise en relation de systèmes ayant des normes spécifiques. Alors, évidemment, c'est un terrain particulier, parfait en quelque sorte, pour l'interculturalité, ce qui permet d'observer la manière dont apparaissent des formes protocolaires hybrides. La nécessité et l'intérêt de chacun permet finalement de s'entendre pour mener des négociations dans lesquelles le rapport de force n'est pas en faveur des Européens. Alors, si en Amérique, c'est un petit peu différent, et encore pas au XVIIe siècle, n'oublions pas qu'en Afrique ou en Asie, les Européens doivent se plier bien souvent aux desiderata de leurs interlocuteurs. Alors, bien sûr, cette approche, cette diplomatie comme expérience culturelle a beaucoup intéressé les historiens, la diplomatie, expérience de l'autre. Il y a de nombreux travaux qui ont été consacrés à cette problématique. Je vous en mets simplement deux ici, donc la diplomatie comme expérience de l'autre, là, qui porte sur le Maghreb, mais qui est un livre important parce qu'il a ouvert en quelque sorte ces pratiques de diplomatie culturelle, et puis un autre qui porte sur l'Afrique, donc d'une collègue allemande, qui justement travaille sur les relations interculturelles sur la Côte des Esclaves et la Côte de l'Or, donc au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, parmi les cas connus de rencontres culturelles en matière diplomatique, il y a bien sûr un exemple que je ne résiste pas au plaisir de vous montrer, c'est la Grande Paix de Montréal de 1701, avec ce traité de paix signé par les chefs indiens. Et quand on voit finalement ce traité, quand on a l'habitude de voir des traités européens, eh bien on comprend tout de suite la différence entre les pratiques finalement et la conception de ce que devaient être ces négociations. Et puis, alors le collègue qui a travaillé sur ces questions-là, qui s'appelle Gilles Havard, a aussi posé la question finalement, qu'est-ce que c'est qu'un traité? Alors évidemment, entre puissances européennes, ça pose pas de problème. En Europe, on sait ce que c'est qu'un traité. Et c'est une nécessité, parce que finalement, quand on considère bien les choses, l'Europe, c'est un petit espace sur lequel il y a beaucoup de souveraineté. Donc, c'est pas étonnant de voir, comme l'écrivait plutôt Emmanuel Jouannet, que le droit international soit une invention européenne. C'est une sorte de nécessité, puisque l'on doit s'entendre. Dans d'autres espaces, finalement, un traité, qu'est-ce que ça engage? Et c'est des choses que l'on voit dans cette paix de Montréal. Autre élément important de cette rencontre culturelle, alors il y a évidemment toute une approche anthropologique, et avec une question d'ailleurs qui me paraît très importante derrière, c'est... alors je vais poser la question et je vais tenter d'apporter une réponse, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a dans les pratiques diplomatiques de réellement, je dirais, anthropologique, c'est-à-dire de fondamental, de structurel, et qu'est-ce qu'il y a de strictement inventé et mis en place par les Européens. Et il y a un chercheur suisse qui s'appelle Robert Kolb qui a travaillé sur ces questions-là, qui a travaillé sur ce qu'il appelle fragment de droit international. Il s'est posé la question de se dire, voilà, avant le contact avec les Européens, les civilisations non européennes, est-ce qu'il y avait chez elles des éléments qui relèvent de ce qu'est le droit international? Eh bien, on en a. Par exemple, ce que vous avez évoqué, l'immunité des envoyés. Les envoyés, eh bien, avaient, alors que ce soit en Amérique précolombienne, en Afrique ou ailleurs en Asie, une sorte d'immunité. Il
Il y a comme ça quelques éléments qu'on le retrouve qui montrent que le dialogue entre les souverainetés ne peut se faire fondamentalement qu'à certaines conditions. Et parmi ces formes de dialogue entre les souverainetés, aussi bien Europe, entre souverains européens qu'entre l'Europe et des interlocuteurs non européens ou à l'intérieur des autres continents, eh bien, il y a la question du cadeau. Hein, alors, évidemment, Marcel Mauss, etc. Le cadeau en diplomatie. Eh bien, ici, je vous montre simplement 2 ouvrages qui traitent de cette question du cadeau en diplomatie, qui est un point extrêmement important. Et là, pour le coup, anthropologique, puisque on voit bien que quand les Européens, par exemple, vont négocier ici, l'exemple qui me vient en tête, c'est sur les côtes de l'Afrique avec les puissances africaines, eh bien, il y a des cadeaux. Naturellement, c'est évidemment la même chose avec les autres interlocuteurs. Alors, donc, ça c'est un type d'approche, si vous voulez, tout ce que je viens de vous dire là, c'est un type d'approche, disons, d'ordre culturel, anthropologique de la diplomatie à l'échelle du monde, mais il y a d'autres approches possibles. Par exemple, celle des historiens du droit. Alors, les historiens du droit, eux, ont cherché alors, il y a plusieurs pistes, encore une fois, ce ne sont que quelques ouvrages. D'abord, la question de l'appropriation des terres. C'est-à-dire, finalement, inventer, là encore, ou développer des pratiques qui permettent de revendiquer une appropriation de terres. Appropriation de territoire à deux dimensions. D'abord, entre puissances européennes, et ça, c'est un point qu'on va revoir après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je reconnais que ces territoires-là appartiennent à mon voisin, et puis aussi cérémonie de possession de territoires vis-à-vis des peuples autochtones. Ce qui questionne la question de la propriété liée à un espace, qui n'est pas évident chez les peuples nomades. Qu'on a par exemple, même en Europe, dans tout le nord de l'Europe, hein, les Samis par exemple, la notion de souveraineté sur une terre, c'est quelque chose qui est étranger, enfin qui était étrangers à leur culture. Et donc dans cette optique, si vous voulez, dans cette perspective de maîtrise de l'espace mondial, il y a des ouvrages comme celui de Loran Benton, hein, qui ont fait le lien entre le droit et la géographie dans la formation des empires européens. Pour en revenir à des questions, des considérations un peu plus diplomatiques au sens propre, donc il y a cette rencontre interculturelle, et puis il y a aussi un point qui finalement est pas tellement traité, c'est la manière dont les Européens entre eux s'accordent à ces époques-là. Et la question finalement du début. À partir de quand ça commence? Alors moi je vais vous apporter une réponse, mais je pense qu'il ne faut pas confondre 2 choses. La première chose, c'est la diplomatie européenne qui intègre des questions non européennes. Donc là, je vais vous en parler, évidemment, c'est la fin du XVe siècle. Et puis l'autre dimension, c'est la manière dont les diplomaties conçoivent leur rivalité à l'échelle du monde. C'est pas tout à fait la même chose. Pour le dire simplement, le premier point sur lequel je reviendrai, 1494, le traité de Tordesillas, et le deuxième point, c'est 1748. 1748, pourquoi? C'est ce qu'a montré mon collègue François Ternat dans la version de sa thèse, parce que c'est en 1748 que pour la première fois, semble-t-il, on a un véritable échange de territoires à l'échelle du monde. 1748, c'est la paix d'Aix-la-Chapelle, c'est la fin de la guerre, notamment entre la France et la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle la guerre de la succession d'Autriche. Et dans les négociations, explicitement, on échange la forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse, donc qui garde l'entrée du fleuve Saint-Laurent, on l'échange contre Madras, en Inde, qui a été prise par les Français. Et donc, vous voyez qu'on échange un espace du Canada contre un espace en Inde. Donc, on a bien là une vision globale de la diplomatie, ce qu'on n'a pas jusqu'alors, même si, bien sûr, on a déjà en tête les questions extra-européennes dans les négociations. Mais c'est là qu'on va vraiment connecter les choses et penser donc une diplomatie à l'échelle véritablement globale.
Alors, l'un des risques, bien sûr, de l'écriture de l'histoire de la mondialisation des relations internationales et de la diplomatie, c'est la production, ça c'est le danger qui guide tout historien, enfin qui menace tout historien, c'est la production d'un récit linéaire, téléologique, qui finalement montre que, eh bien, au fond, inexorablement, on doit arriver à un espace mondial unifié, en quelque sorte, par les relations, les rivalités que se livrent les puissances européennes. En réalité, c'est ce que je voudrais vous montrer plus précisément, donc je quitte le champ historiographique, du XVIe au XVIIIe siècle, les diplomaties occidentales se projetaient en partie dans un monde constitué de régions lointaines, certes, plus ou moins connues, plus ou moins maîtrisées, plus ou moins contrôlées. Pour simplement vous donner une idée, je prends un élément simple, une map monde de 1645, milieu du XVIIe siècle, voilà comment se représente le monde. Finalement, qu'est-ce que c'est que ce monde? Ça, encore, c'est une carte. Donc, on est chez les gens qui sont les plus informés. Au sein du gouvernement français, par exemple, qu'est-ce qu'on connaît du monde? Qu'est-ce qu'on connaît de l'Amérique? Qu'est-ce qu'on connaît de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on connaît de l'Asie? Donc, dans ces conditions, comment penser une diplomatie mondiale? Voilà, si vous voulez, l'interrogation qui a guidé ce travail. Alors, il ne s'agit pas, je précise, ici pour moi, d'aborder la question des délimitations des possessions coloniales, c'est pas mon propos, mais justement de conduire avec vous une interrogation sur l'existence d'une géographie diplomatique du monde. Alors, cette expression de géographie diplomatique, donc qui rejoint celle de territoire diplomatique global, c'est une expression qui peut être utilisée pour désigner les dynamiques des discussions, des accords passés entre puissances européennes portant sur des espaces non européens et qui, de ce fait, dessinent la carte d'un monde possible. Alors, évidemment, la question, c'est comment, c'est une vaste question, c'est comment aborder cette question-là. Alors, pour aborder cette question-là, j'ai choisi un biais. Ce biais, c'est le biais de la guerre et de la paix. Car la diplomatie, a écrit un de mes anciens directeurs, la diplomatie, c'est un art de la paix. Et évidemment, la diplomatie, le fond de la diplomatie, le fond de commerce de la diplomatie, si j'ose dire, c'est la guerre et la paix. Donc mon idée, ça a été de réfléchir aux notions de guerre et de paix et de voir comment on pouvait les connecter entre une situation européenne de guerre de paix et la guerre et la paix ailleurs dans le monde. Et c'est une entrée qui, me semble-t-il, peut permettre de réfléchir à cette question des territoires, du territoire diplomatique global ou de territoires, avec un S, diplomatique particulier. Avec une vie donc de relations internationales, même locales, particulières. L'idée, c'est finalement, est-ce qu'il y a une extension nécessairement des guerres des territoires extra-européens à l'Europe et inversement, dans quelle forme, avec quelle temporalité. En fait, il a fallu pratiquement un siècle et demi, c'est-à-dire de la fin, si vous voulez, du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle, pendant toute cette période qu'on appelle la première modernité, il ne fut pas évident du tout, et ça c'est une première chose, il ne fut pas évident du tout que l'état de paix qui existait en Europe, eh bien que cet état de paix soit aussi valable ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, c'est pas parce que la France et l'Espagne sont en paix en France que leurs sujets sont nécessairement en paix ailleurs dans le monde. Donc il n'y a pas forcément de connexion des régimes de guerre et de paix entre l'Europe et le reste du monde. Et c'est simplement à partir du milieu du XVIIe siècle que cette idée commence à être acceptée. Mais alors, il faut encore déterminer la manière de la mettre en application dans un monde, comme on le disait tout à l'heure, où les informations mettent des mois, enfin des semaines, voire des mois, pour circuler. Et ce que je voudrais intégrer ici à la réflexion, c'est ce qu'on appelle la pesanteur de l'espace, l'épaisseur de l'espace. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, et je me suis souvent posé la question. Aujourd'hui, un ambassadeur qui a un problème, il décroche son téléphone, il appelle, on lui envoie un email, on lui passe un coup de téléphone, et il a la réponse dans les 5 minutes, finalement. Que vous soyez en Nouvelle-Zélande, ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande ou ambassadeur de France en Belgique, au fond, ça ne change rien. Mais quand vous êtes
alors pas ambassadeur du coup, mais je sais pas, quand vous êtes gouverneur en Inde et que vous devez avoir des ordres qui viennent de l'Europe, évidemment, les choses sont plus compliquées. D'autant plus que la vie locale, les rivalités locales entre princes indiens par exemple, eh bien évidemment les princes indiens ne vont pas attendre tranquillement un an pour savoir si les Français vont bien vouloir leur fournir des armes ou vont bien vouloir leur accorder ceci ou cela. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes perspectives. Donc l'épaisseur de l'espace, la viscosité de l'espace en quelque sorte, c'est un point qui est extrêmement important. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les points que je voudrais vous exposer. Alors, le début, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est évidemment le traité de Tordesillas de 1494, qui est souvent, alors on l'oublie souvent, mais qui est lié à un autre traité, qui est le traité de Saragosse de 1529. Alors je dis un mot très rapide sur le traité de Tordesillas, quelque chose d'assez connu, mais je veux le préciser. C'est un traité signé entre l'Espagne et le Portugal, par lequel les deux puissances se partagent en quelque sorte l'espace mondial, connu, mais aussi à découvrir. C'est-à-dire que c'est une porte ouverte. Et ça, c'est très important sur le plan de la géographie. C'est-à-dire qu'il y a un changement ici de modèle de conception géographique, puisque jusque-là, on avait une géographie qui se faisait de proche en proche. Là, on a une géographie spéculative. C'est-à-dire on se partage ce que l'on connaît, mais on se partage aussi ce que l'on va peut-être connaître un jour. On ne sait pas ce que c'est. Alors, en gros, si vous voulez, pour être clair, ici, vous avez donc la ligne du traité de Tordesillas. La partie orientale, toute cette partie-là, est donc le domaine portugais. La partie occidentale, donc à l'ouest de la ligne, c'est le domaine espagnol. Donc, en 1494, c'est très bien, sauf qu'évidemment, la Terre est ronde, et plus en force d'aller vers l'est, vous arrivez par l'ouest. Donc évidemment, il y a bien un moment, il a fallu s'accorder, et c'est le traité de Saragosse de 1529. Et le voyage de Magellan est lié à cette question-là, et notamment la question de savoir les îles Moluques, qui produisent des épices, sont extrêmement recherchées. On sait qu'elles sont de l'autre côté du monde. Est-ce qu'elles sont dans le territoire espagnol, ou est-ce qu'elles sont dans le territoire portugais ? Donc c'est un des éléments qui a motivé l'expédition Magellan. Je précise une chose, parce que ça c'est une erreur, quelque chose qu'on lit souvent, et c'est faux, c'est que le traité de Tordesillas, c'est un traité qui est strictement diplomatique. Il sera reconnu par le pape en 1506. Mais souvent on trouve écrit que c'est le pape qui a procédé à un partage du monde. Ce n'est pas vrai. Le traité, c'est un pur traité diplomatique. On s'engage à obtenir la reconnaissance du pape, qui se fait donc en 1506, c'est-à-dire 12 ans plus tard. Autrement dit, il n'y avait pas d'urgence absolue. Et si le pape n'avait pas donné sa reconnaissance, évidemment, les Espagnols et les Portugais auraient tout à fait continué. Donc c'est une petite parenthèse. En revanche, le traité de Saragosse, lui, se fait sous l'égide du pape Clément VII. Alors, il y a cette ligne de Tordesillas inaugure ce que... Alors, un juriste controversé pour le moins, mais je trouve qu'en tout cas ce qu'il écrit sur ce plan-là est tout à fait pertinent, donc je le cite, Carl Schmitt, qui parle de lignes globales. Et donc il fait tout un passage sur ces lignes globales, et il explique que ces lignes globales partagent, finalement, créent un ordre mondial et traduisent la prise de conscience de la dimension planétaire des relations internationales européennes. Alors, l'adoption donc des lignes globales n'établissait pas un ordre interétatique, c'est ça qui est très important, fondé sur la coexistence des souverainetés, tel qu'il prévalait en Europe, mais une préemption, c'est-à-dire que les Espagnols et les Portugais préemptent en quelque sorte des espaces inconnus, ce qui est complètement contraire à l'usage entre puissances européennes. L'usage entre puissances européennes, c'est de s'emparer, de revendiquer ce qu'on appelle les terra nullius, c'est-à-dire des terres réputées sans maître, des espaces libres, bien. Et donc on voit que les premiers pas de la saisie juridique de l'espace mondial procèdent davantage du principe de la partition, c'est-à-dire du partage exclusif, que d'une véritable régulation. Alors, ça c'est un point. Le problème, c'est que, évidemment,
cette prétention espagnole, enfin ibérique, portugaise et espagnole au partage du monde ne tarde pas à soulever bien sûr des protestations. Alors ça arrive très rapidement. D'ailleurs, regardez sur cette première carte, la première carte qui est une représentation donc de l'Amérique par Juan de la Cosa, donc qui était un compagnon de Christophe Colomb. Et tout au nord de au nord de cette carte, on a mer découverte par les Anglais. Donc évidemment, théoriquement, les Anglais n'ont rien à faire là, puisqu'ils ne sont pas dans le traité de Tordesillas. Donc on voit qu'en réalité, dès le début, il y a des contestations de cet ordre ibérique du monde. On connaît, alors je le cite pour le plaisir, le mot de François Ier, roi de France, qui conteste le monopole ibérique et qui aurait, alors vous savez, c'est tous ces mots historiques, donc on est obligé d'être très prudent, qui aurait demandé à voir, je cite, la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. C'est très connu. Alors, ça m'a un peu intrigué, j'ai essayé un petit peu de remonter la piste. Alors, simplement, voilà, parce que je sens que c'est vraiment un objet de curiosité, c'est une formule donc qui est souvent citée, mais rarement référencée. Alors, elle se trouve dans une lettre d'un cardinal espagnol adressée à Charles Quint en 1541. Le cardinal espagnol rapporte des propos tenus à la cour de France. Bon, alors, vous voyez, mais en tout cas, c'est une formule connue, donc je voulais vous la citer. En fait, quel est l'objet de la contestation des puissances européennes, des puissances européennes non ibériques ? C'est pas tellement le fait que les Espagnols et les Portugais occupent des espaces dans l'espace des territoires, pardon, dans le monde américain. Pour en rester simplement au monde américain. C'est pas tellement ça le problème. Le problème, en réalité, il est double. D'abord, c'est que par ce partage du monde, les Ibériques interdisent de fait la navigation mondiale. Donc ça va être, pour les non-ibériques, ça va être à l'origine de la controverse entre Mare Clausum, Mare Liberum, donc avec Hugo Grotius, etc. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il est bien juste de voir des puissances européennes revendiquer des territoires que, de fait, ils n'occupent pas ? Christophe Colomb arrive, il voit un territoire, il plante la bannière espagnole et il s'en va. Et depuis, les Espagnols ne sont pas revenus. Donc, est-ce qu'au nom de ça, eh bien, on peut, par exemple, dans l'espace antillais, se priver d'occuper des territoires ? Il y a une expression en espagnol qu'on appelle les terres inutiles, les îles inutiles, plus exactement, les îles inutiles, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les Espagnols les connaissent, mais ils ne sont pas du tout établis dessus. Et donc, par conséquent, eh bien, d'autres peuvent arriver et s'établir de manière tout à fait libre, de fait, puisqu'il n'y a pas d'obstacle. On voit que dès le XVIe siècle, ces questions sont des questions qui sont extrêmement importantes et débattues par les diplomaties européennes. Je vous cite ici le cardinal de Granvelle, donc, qui est représentant de Philippe II au traité de Cateau-Cambrésis de 1559. Brevet, donc évidemment, il y a un certain nombre de protestations contre la fréquentation des Français dans les eaux, enfin la présence des Français dans les eaux américaines, et les Espagnols doivent tenter d'obtenir du roi de France qu'il interdise à ces sujets de fréquenter les eaux américaines. Alors évidemment, les Français refusent, et Granvelle prévient que les Français rencontrés dans les eaux américaines seront châtiés, jetés au fond, c'est-à-dire faits prisonniers, sans que par ce nous entendissions que l'on put alléguer d'avoir contrevenu au dit traité. Alors, je vous explique en fait de quoi il s'agit. Nous, Espagnols, nous réservons le droit d'arrêter et de traiter comme hors la loi, finalement, tout Français qui sera rencontré dans nos eaux, c'est-à-dire au-delà de la ligne de Tordesillas. Mais ce qui est très important, c'est la deuxième partie de la phrase. Je la traduis en français moderne, sans que pour autant nous puissions considérer que nous ayons rompu les traités qui existent entre le Royaume de France et nous-mêmes. Autrement dit, nous pouvons maltraiter et arrêter vos sujets en Amérique, pour autant, ça ne saurait constituer un casus belli en Europe. Donc, on voit ici qu'il y a une sorte de partition qui se met en place entre des actes qui peuvent se commettre d'un côté du monde et d'autres de l'autre côté du monde. Alors, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, ici, la rupture du caractère intégré, finalement, de la guerre et de la paix. Alors, on a vraiment un postulat qui opère formellement une distinction
de la nature des rapports entre la France et l'Espagne. Hostilité ouverte en un lieu et paix dans un autre lieu. Alors, de fait, évidemment, les navires non ibériques rencontrés dans les eaux extra-européennes par des vaisseaux portugais ou espagnols couraient grand risque, évidemment, d'être arrêtés et leurs occupants extrêmement maltraités. On voit que ce principe, finalement, d'actes hostiles en Amérique et puis, finalement, la pérennité de la paix en Europe, on voit que c'est un principe qui monte petit à petit au cours du siècle. Simplement, un exemple tout simple. Nous sommes en 1614. La régente de France, Marie de Médicis, demande la libération d'un navire français détenu dans un port anglais. Alors, ce navire français a été donc arrêté dans un port anglais à la suite de récriminations espagnoles. En fait, les Espagnols accusent le capitaine de ce navire d'avoir commis des actes hostiles en Amérique. Il voit le navire dans un port anglais, il demande aux Anglais d'arrêter ce navire. Alors évidemment, l'affaire revient jusqu'à Paris et Marie de Médicis répond la chose suivante. Il n'y a, au-delà de la ligne et sur la côte de l'Amérique, aucune paix. De sorte que quand les sujets s'y rencontrent, le plus fort est le maître. Alors, elle dit, mais au fond, elle dit pas, non, il n'a rien fait. Elle dit, peut-être qu'il a fait quelque chose. Mais il a fait quelque chose dans un lieu où, finalement, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Alors, vous voyez que ce type de discours, remplacer, je ne sais pas, les côtes de l'Amérique par les côtes de la Méditerranée, par exemple, évidemment, ça ne tient pas du tout. Donc, on est bien sur une sorte de partition, ce que je vous disais, de cet espace mondial. Et de là vient l'expression pas de paix au-delà de la ligne. No peace beyond the line. C'est une expression, il faut l'admettre, qu'on rencontre assez fréquemment, qui n'est attestée par aucune archive. Alors, ça, moi, je ne l'ai jamais trouvé, mais comme tel, je ne l'ai jamais trouvé, mais elle traduit tout de même une certaine réalité. Elle montre aussi une conception donc binaire de l'espace qui est partagée par ce qu'on appelle des lignes d'amitié. Donc c'est ces lignes globales que j'évoquais tout à l'heure. Des lignes d'amitié projetées depuis l'Europe. Et donc il y a d'une part, en deçà de la ligne, des États qui se reconnaissent mutuellement dans leur possession, dans leurs prérogatives, des relations internationales diplomatiques qui sont régies par distinction des régimes de guerre et de paix, d'un côté de la ligne, et de l'autre côté de la ligne, un espace méconnu qui n'est pas organisé par les codes des relations entre les souverainetés. C'est un monde précaire, point de droit des gens, point de relations d'État à État, point d'alternance claire entre la guerre et la paix, et par conséquent, pas d'amitié possible entre princes. Et j'ajouterai que dans ce monde-là, on voit bien que ce sont les acteurs locaux qui jouent un rôle absolument fondamental. Et ce contraste entre ces deux parties du monde est d'autant plus saisissant si l'on pense qu'à la même époque, 1614, Marie de Médicis, moi, ce dont je vous parle, c'est 1625, Hugo Grotius publie Droit de la guerre et de la paix, qui est vraiment la base du droit international, qui distingue le droit de la guerre et la paix. Quand on pense qu'en 1648, il y a le congrès de Westphalie, qui pose vraiment l'organisation d'une vie collective, c'est une expression que j'ai mis en employer, d'une sociabilité des souverainetés européennes. Et pendant ce temps-là, on dit, bah oui, nous on fait ça en Europe, mais alors dans le reste du monde, finalement, c'est le plus fort qui est le maître. Donc, vous voyez que là, le hiatus, finalement, s'élargit. Alors, pour autant, le monde, je dirais, d'au-delà de la ligne, n'est pas celui d'un état de nature obscien. On ne saurait, c'est là où il faut faire aussi attention, on ne saurait préjuger dans cet espace, vaste espace au-delà de la ligne, donc je passe ici principalement au monde américain, une animosité structurelle, naturelle, nécessaire entre les habitants qui relèvent de souverainetés différentes. Au contraire, il y a une autonomie des acteurs locaux, et cette autonomie des acteurs locaux les conduit à trouver des accommodements qui sont particuliers. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, nous sommes en 1627 à Saint-Christophe. Alors l'île de Saint-Christophe, Saint-Kitts aujourd'hui, c'est une île qui à l'époque est en partie française, en partie anglaise. Alors évidemment,
Des deux côtés, on se tape dessus allègrement. Et finalement, en 1627, eh bien, les gouverneurs français et anglais vont s'accorder sur un traité de neutralité. Ils se disent, voilà, nous concluons un traité de neutralité. Si nos métropoles sont en guerre, eh bien, nous ne ferons pas la guerre. Alors, il se trouve que le traité ne va pas tenir. Mais la démarche est intéressante. Deuxième exemple, dans le Massachusetts, en 1653. En 1653, la General Court du Massachusetts bloque la déclaration de guerre venue donc d'Angleterre contre les Provinces-Unies. C'est l'époque de la guerre anglo-hollandaise. Donc l'ordre, on informe le Massachusetts que, eh bien, voilà, il y a une guerre entre les Provinces-Unies et l'Angleterre, et donc que eux aussi doivent rentrer en guerre. Refus de Boston, pour faire simple, au motif que localement, eh bien, les griefs envers les Hollandais ont été éteints. On n'a pas de raison de leur faire la guerre. Pourquoi on leur ferait la guerre? On ne va pas leur faire la guerre tout simplement parce qu'on a l'ordre qui vient de la métropole. Et donc on voit bien qu'ici, hein, le problème de fond, c'est celui de la cohérence et de la portée de la parole de la diplomatie européenne et en quelque sorte sa puissance performative, c'est-à-dire la capacité de la parole diplomatique à être traduite en actes. Je vous parle de ligne, ça c'est très bien, mais où se trouve cette ligne? Évidemment, ça c'est la grande question. Alors, il y a là aussi, et c'est là qu'on est dans la construction de ce que j'ai appelé le territoire diplomatique, des grandes interrogations. Le principe, si vous voulez, au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe, de voilà, on se fait la guerre au-delà de la ligne et pas en deçà, et je vous dis à peu près établi, le problème c'est qu'il faut encore déterminer cette ligne. Alors, on voit par exemple en 1634 Louis XIII qui autorise ses sujets à attaquer les Espagnols et les Portugais de l'autre côté des lignes d'amitié et d'alliance. Où est-ce que c'est? Alors, première, il y a plusieurs hypothèses. Alors là, j'ai pris cette cosmographie donc universelle donc de Guillaume le Testu de 1555. Il y a les deux lignes. Alors, je vais simplement il y a le premier méridien. Vous voyez qui ne correspond pas évidemment au méridien de Greenwich, puisque la Grande-Bretagne est ici. Donc on a un méridien qui passe, alors je vais vous dire ensuite à quoi ça correspond, qui passe ici, vous voyez, à peu près au niveau de l'Islande, hein, un peu plus vers l'ouest que le méridien de Greenwich. Et l'autre, c'est le tropique du Cancer. C'est pas l'équateur, hein, c'est le tropique du Cancer, c'est-à-dire le tropique nord. Il semble hein, que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, alors je vais ici parler du tropique du Cancer, l'idée que la ligne de validité finalement des traités, ce soit le tropique du Cancer. Alors ça pose pas tellement de problèmes parce que vous savez que on arrive depuis très longtemps en se basant sur l'étoile polaire, à se localiser en latitude. C'est-à-dire on sait si on est plus ou moins au nord ou au sud par rapport à l'équateur. Ça pose pas trop de problèmes. En revanche, un problème beaucoup plus compliqué, c'est la longitude. Vous savez que la longitude, on va simplement la mesurer réellement à partir des années 1760-1770, quand on va mettre au point des chronomètres de marine. Jusque-là, c'est toujours un petit peu approximatif. Alors, dans ces conditions, quel méridien choisir? Alors, en fait, la tradition, c'était de choisir le méridien qui était basé sur l'île d'El Hierro, donc l'île de Fer. Cette île de Fer, c'est une île qui est dans l'archipel des Canaries. Et donc l'archipel des Canaries, pourquoi? Parce que l'archipel des Canaries, a longtemps été considéré comme le point le plus occidental du monde connu, notamment chez les anciens dans la géographie ancienne. Donc on prend le point le plus à l'est de l'archipel lui-même le plus à l'est, et on dit que voilà, c'est en quelque sorte la limite, hein, cette limite du monde occidental. Et d'ailleurs, vous voyez sur les deux cartes que je vous indique derrière vous, alors vous voyez que ce méridien, il a une validité importante, puisqu'on le retrouve encore sur des cartes, vous voyez, de 1720 et de 1759. Hein. Donc c'est pas simplement une vue de l'esprit. En fait, il se situe aujourd'hui, alors ce nom, méridien de Greenwich, à 18 degrés de longitude ouest. Donc voilà. Le problème, c'est que cette délimitation, vous voyez, tropique du Cancer et méridien de l'île de Fer, perd de sa pertinence au cours du XVIIe siècle à la faveur de l'intégration progressive du monde américain dans les relations internationales régulées, bien sûr.
on voit que en 1661 encore, on voit le gouvernement de Londres qui cherche à préserver de bonnes relations avec l'Espagne, alors que d'un autre côté, à la Jamaïque, eh bien, on veut évidemment, puisque là, vous savez que des raisons de l'établissement de la colonie de la Jamaïque, c'est pour faire de la prédation sur les terres espagnoles, eh bien, au contraire, on veut continuer à attaquer tranquillement les Espagnols. Et on voit le Conseil de la Jamaïque qui reçoit donc des ordres de paix, de se tenir tranquille avec les Espagnols. Les Jamaïcains, en tout cas, le Conseil de Jamaïque dit, voilà, eh bien, ça ne concerne pas ce côté de la ligne. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde qui n'est pas concerné par les accords passés entre les puissances, enfin en tout cas en Europe. Alors, au XVIIe siècle, les choses évidemment changent et on voit de plus en plus les traités internationaux qui prennent une dimension véritablement globale. Je vous donne ici un exemple, le traité de l'Alliance défensive, donc anglo-espagnol, le traité anglo-espagnol de 1680, qui porte un engagement à ne se faire aucun tort, donc à la navigation et au commerce, en tout lieu, aussi bien en Europe qu'en dehors de l'Europe. Vous voyez, on est en 1680. En cas d'attaque donc d'une tierce puissance contre une possession d'un des deux alliés partout dans le monde, le co-signataire donc se devait de l'aider à obtenir réparation, je cite, de la même manière que si l'invasion ou l'agression avait eu lieu dans les limites de l'Europe. Donc là, on commence à avoir, vous voyez, dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, une conception en quelque sorte global, au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire à l'échelle du globe, de la diplomatie. Les choses sont encore un peu lentes à se mettre en place, et il y a une petite comparaison que j'ai pu faire qui en dit long sur ce qu'on appelle donc en quelque sorte la généralisation des régimes de guerre et de paix. C'est la comparaison entre le traité qui est signé à la fin de la guerre d'Augsbourg en 1697 et le traité qui est signé à la fin de la paix d'Utrecht en 1713. Vous voyez, entre les deux, il y a 16 ans, c'est pas énorme. Eh bien, quand on regarde le traité de Ryswick, donc le traité de 1697, il n'y a aucune précision sur la validité de la paix dans le monde. En revanche, dans le traité d'Utrecht de 1713, donc 16 ans après, eh bien, il est précisé clairement que la paix doit être établie tant en dedans qu'en dehors de l'Europe. Donc vous voyez que cette seconde moitié du XVIIe siècle, là, on glisse finalement vers une diplomatie finalement réellement globale. Il reste, et ce sera mon dernier point, à penser aux conditions concrètes d'application de la paix dans le monde. Effectivement, une fois acquis le principe de l'universalité de la paix, comment l'appliquer à des régions qui sont situées à 5 ou 6 mois de navigation? C'est la question que j'évoquais tout à l'heure. Alors, en fait, c'est une question qu'on retrouve déjà au XVIIe siècle. Un des points, c'est le traité de anglo-espagnol du 15 novembre 1630. Alors, vous voyez que ce traité anglo-espagnol, donc signé, alors j'essaie de pas trop vous assommer avec des dates, mais ce traité donc du 15 novembre 1630, il établit une tripartition spatiale pour la restauration de la paix à l'échelle du monde, en prévoyant un délai licite de capture donc de vaisseaux ennemis, alors même que la paix est terminée, que la guerre est terminée, et que la paix est rétablie. Donc, je m'explique. On considère qu'il faut 15 jours pour que les captures de vaisseaux ennemis, donc anglais par les Espagnols par les Anglais, etc., soient licites dans ce qu'on appelle les narrow seas, c'est-à-dire les mers jouxtant les territoires des signataires. 3 mois jusqu'aux Antilles et 9 mois au-delà de la ligne étant ici l'équateur. C'est-à-dire qu'en réalité, si on veut réellement considérer les choses au pied de la lettre, la paix anglo-espagnole n'est réellement globale que le 15 août 1631. Ça pose aussi la question de la lecture européenne des traités de paix, puisque, évidemment, quand on apprend ça à nos étudiants, on parle peu de ce traité-là, mais admettons que un jour on soit amené à en parler, on va leur dire, voilà, 15 novembre 1630, c'est la fin. Ben non, parce qu'on peut encore prendre des navires anglais, on peut encore prendre des navires espagnols dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, voire dans la demi-année qui suit, et même plus.
Autre point, et là on est en 1667, il y a un progrès, c'est pour ça que je vous mets cet extrait, traité franco-anglais de Breda, qui là prévoit une quadripartition, c'est-à-dire plus 3 parties, mais 4 parties, de l'espace pour la validité des prises. Alors, c'est la même chose, donc ces prises devaient être restituées si elles avaient été effectuées au-delà de 12 jours, c'est plus qu'1 jour, mais 12 jours suivant la conclusion de la paix, donc dans les mers proches et voisines. 6 semaines pour les mers s'étendant jusqu'au Cap Saint-Vincent, c'est-à-dire le Cap Saint-Vincent, c'est le sud-est du Portugal. 10 semaines au-delà du Cap Saint-Vincent et jusqu'à la ligne équatoriale ou équateur, et finalement 6 mois dans les autres régions du monde. Alors, vous observerez une petite chose, c'est que en 1630, il faut 9 mois, et en 1667, il faut 6 mois. Y aurait-il eu des progrès techniques dans la navigation qui expliquent cela? Bien sûr que non. En réalité, et notamment d'ailleurs pour ce dernier espace qui est l'espace mondial, le délai est l'objet d'une négociation. Et on voit dans certaines négociations, notamment les Espagnols qui cherchent en permanence à réduire le délai, naturellement pour avoir leurs eaux protégées, et notamment les Anglais ou les Français qui essayent d'avoir le délai le plus long possible. En réalité, pour pouvoir évidemment continuer tranquillement à attaquer les navires, espagnols. Et cette idée de calendrier d'application de la paix, donc qui permet de saisir l'espace mondial, eh bien, on le retrouve tout au long du XVIIIe siècle, jusqu'au par exemple au traité franco-anglais de 1787. Alors évidemment, arrivé à ce point, avant d'en venir à ma conclusion, on pourrait dire que voilà, ce sont en quelque sorte des vues de l'esprit. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais dans quelle mesure cette partition du monde a-t-elle une puissance opératoire? Eh bien, pour illustrer cela, je vais vous citer je vais évoquer un petit événement historique. Alors, le petit événement historique, j'avance parce que voilà, hop, ça je vous montrerai après, c'est la prise de Saint-Eustache. Alors Saint-Eustache, c'est une petite île des Antilles relativement méconnue, qui est une île hollandaise. Nous sommes pendant la guerre d'indépendance américaine. Et pendant la guerre d'indépendance américaine, donc vous savez, il y a notamment la France et la Grande-Bretagne qui sont en guerre. Et le 20 décembre, alors je suis obligé de vous donner les dates, le 20 décembre 1780, la Grande-Bretagne déclenche une nouvelle guerre contre les Provinces-Unies, donc contre les Hollandais. Bien. Aux Antilles, que s'est-il passé? Les marchands anglais, craignant d'être attaqués par les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se mettre dans une île hollandaise, en se disant, la Hollande est neutre, on va mettre nos magasins et on va continuer notre commerce, d'ailleurs avec les Français qui viennent aussi. Donc nous, encore une fois, nos souverains se font la guerre, mais nous on fait du commerce ensemble, ça nous va très bien. On se met ici en territoire neutre, pas de problème. Et puis comme ça, on est protégé. Très bien. Sauf que, patatras, 3 février 1781, arrive l'amiral Rodney, qui attaque l'île, qui pille les magasins de l'île. Les principales victimes ne sont pas les Hollandais. Les principales victimes sont les marchands anglais qui étaient venus se mettre à l'abri, en quelque sorte. Rodney prend l'île, mais les marchands anglais vont lui intenter un procès. Et pourquoi vont-ils lui intenter un procès? Parce qu'ils considèrent que le délai entre le début de la guerre, le début officiel de la guerre anglo-hollandaise, donc le 20 décembre 1780, et l'attaque qui a eu lieu le 3 février 1781, eh bien que ce délai est trop court pour qu'ils aient été informés de l'état de guerre et donc qu'ils aient eu la possibilité de se retirer. Donc on voit bien que cette question de délai est extrêmement importante. Rodney donc va être jugé, il va être condamné à verser des dédommagements aux marchands anglais et il va être conduit à la ruine. Il va être ruiné par cette affaire-là. Et ce que dit un contemporain, c'est qu'il a commis l'erreur, c'est ce que je vous ai mis là-haut, de faire la guerre au sein de la paix. Alors, cette affaire de délai, ça sera le dernier point, donc c'est là-dessus que je voulais dernier point que je voulais évoquer avec vous, encore une fois, de manière pratique. C'est une affaire qui n'est pas très compliquée, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. La trêve
franco-anglaise, donc qui est signée le 19 août 1712. C'est une durée, elle est prévue pour une durée de 4 mois. Les Français et les Anglais se disent, voilà, on arrête, on va négocier, on est à la fin de la guerre de succession d'Espagne, on arrête de négocier, on arrête de se faire la guerre, pardon, on va négocier pendant 4 mois sans se faire la guerre. 4 mois. Très bien. Sauf que le délai de l'application de la trêve anglo-hollandaise, c'est 6 mois. Problème. C'est-à-dire qu'on dit, d'accord, on fait une trêve, on arrête de se battre, mais cette trêve, elle est applicable dans 6 mois. Ouais, mais sauf que la trêve, elle, dure 4 mois. Problème. Et moi, 5 et 6, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, on se rend compte du problème, et 2 jours après, on fait un article explicatif qui prévoit que l'interruption, donc l'application de la trêve, sera bien effective dans les 6 mois. Donc à partir du 22 février 1713, mais peut-être qu'à ce moment-là, la guerre aura repris en Europe. Il faudra peut-être encore 6 mois pour que la guerre recommence. Alors évidemment, c'est un jeu de l'esprit, hein, vous voyez bien, mais ça montre à quel point ces questions sont des questions compliquées. Alors, j'en viens maintenant à quelques mots rapides de conclusion. La dilatation de l'espace des rivalités entre grandes puissances occidentales pose dès l'origine la question de la nature des relations qu'elles doivent entretenir dans les mondes lointains. La mise en cohérence des régimes de guerre et de paix entre l'Europe et le reste du monde ne va pas de soi, en raison d'abord du temps nécessaire pour se familiariser avec des régions éloignées, du temps nécessaire pour les intégrer dans l'équation complexe de la puissance. Quand on négocie sur des espaces coloniaux, finalement, on a besoin de personnes qui ont été gouverneurs sur place, parce qu'évidemment, en France, on n'y connaît rien, pas plus qu'en Angleterre d'ailleurs. Cette évolution se fait parallèlement avec des mutations profondes de l'organisation des relations internationales que connaît l'Europe au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, avec l'émergence de l'idée d'une société des souverainetés dont l'un des piliers est la distinction entre la guerre et la paix. On ne saurait s'étonner dès lors de voir que les nouvelles pratiques et les nouveaux principes ne soient pas immédiatement projetés au-delà des mers, dans des régions méconnues, dont l'importance dans la balance, dans l'équilibre des forces, a longtemps été peu évidente. Les puissances s'accordaient pour l'Europe, qui longtemps borna l'horizon des diplomates et des hommes d'État. Il y avait bien donc 2 mondes en un seul. Mais progressivement, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, une meilleure connaissance de ces mondes lointains, le développement des échanges, la mise en place des colonies, l'enracinement des principes de cohabitation des puissances ouvrent la voie à une réalité beaucoup plus large des relations diplomatiques. Le champ des relations internationales se dilate, et faute d'une véritable évolution des techniques de transport, la contrainte spatiale n'en est que plus sensible. À défaut de pouvoir la surmonter, il a fallu élaborer une géographie, donc avec ces calendriers que j'ai évoqués, qui permet d'apporter une certaine cohérence aux relations internationales. Fut-elle évidemment au prix d'une dissociation temporaire des états de guerre et de paix. C'est-à-dire qu'on sait, voilà, il y a la paix ici, mais il faudra attendre encore 6 mois, ou 9 mois, ou 1 an pour que ça se fasse ailleurs dans le monde. Toutefois, les délais de circulation de l'information, la connaissance et la compréhension partielle des réalités lointaines, ainsi que les difficultés locales d'application des conditions négociées à des milliers de kilomètres, invitent à s'interroger sur l'horizon d'efficacité de l'action diplomatique. Parce que, encore une fois, on se dit, en Europe, à Utrecht, à Rijswijk, on va faire telle chose aux Antilles, mais après, sur place, il faut encore que les acteurs locaux appliquent ces dispositions, ce qui n'est pas toujours évident. Ainsi, la mondialisation des relations internationales doit être avant tout considérée comme un processus lent processus de désenclavement et de construction d'un territoire diplomatique global, passant paradoxalement par la reconnaissance de temporalités distinctes, qui elles-mêmes génèrent des situations singulières. C'est ça, en fait, qui semble contradictoire. C'est-à-dire que pour avoir une diplomatie globale, il faut admettre de la diversité. Cette perspective permet d'avoir donc une approche critique de la mondialisation de la diplomatie des relations internationales, dont l'intégration, je le redis, n'est pas une évidence, que ce soit pour des raisons culturelles ou pour des raisons techniques. La mondialisation de la diplomatie est une construction donc, qui s'inscrit dans le temps, animée par la capacité des gouvernements européens à connaître, à penser, à saisir l'espace mondial, pour pouvoir construire justement un territoire dans lequel se projettent leurs relations, mais aussi les modalités de leur coexistence pacifique. Je vous remercie de votre attention.